Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. C'est votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu, pour vous décoder toutes les clés de l'info qu'il vous faut, avec assurément le poids des arguments et le choc des idées, certainement. C'est notre 369e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Camerco, des éclaircies dans le ciel camerounais, avec le vol inaugural des 2 MA60 opérés avec succès ce samedi. La compagnie nationale, qui commençait à désespérer ses clients, retrouve des ailes pour se redéployer dans une destination camerounaise porteuse avec ses 26 compagnies aériennes, et ainsi que un commerce absolument boosté ces dernières années avec plus d'1 million de passagers transportés. Camerco va-t-elle sortir de la zone de turbulence? L'espoir est désormais permis. Industrialisation, un grand défi national en 2016. Le chef de l'État a donné le ton dans son message à la nation en fin d'année. L'industrialisation s'impose comme le passage obligé pour l'émergence. La tâche est immense dans un contexte où le Cameroun a connu une courbe inverse ces dernières années, passant de 19 à 13% de contribution de l'industrie au PIB. Scène de Presse prolonge le débat sur les clés de l'industrialisation. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres ce soir. Retrouvez dans vos rubriques habituelles la revue de presse bien sûr, mais aussi le portrait de la semaine, Pierre Zumbak, l'inventeur des Yafé et de l'événement Promote. Retrouvez aussi un zooming sur l'actu de la faculté des génies industriels de Douala. Nous vous proposons aussi une immersion dans les coulisses de l'émission de rentrée de la 9e saison de Scène de Presse dimanche dernier. Scène de Presse, c'est aussi les images collatérales de Pierre Evembe. Elle est une du lundi pour la primeur de l'info en exclusivité. Mais je vous propose tout d'abord de découvrir nos invités du soir, mise en scène par Gisèle Ongene. Gisèle Nminga est grand reporter depuis 2006 à la CRTV. Son timbre vocal vous fait ralentir le pas pour vous retourner puis confirmer que vous ne vous trompez pas sur son compte. Femme de poigne, cette Amazone des antennes de l'Office de radio et télévision du Cameroun maîtrise l'actualité économique nationale. D'ailleurs, c'est elle qui s'occupe du renforcement des capacités au sein de l'Association des journalistes économiques, ici en tant que vice-présidente. Pour avoir longtemps travaillé dans la capitale économique parsemée d'usines, elle est bien placée pour nous décrire ce qui ne va pas dans le secteur. Omer Mbadi Otabla est journaliste au desk économique de Jeune Afrique. Il a développé très tôt un intérêt prononcé au secrétariat de rédaction, ce qui l'a conduit, une fois sorti de l'ESTIC, à occuper le poste de secrétaire de rédaction dans plusieurs organes de presse, avant de devenir plus tard rédacteur en chef, puis webmaster à la Nouvelle Expression. Présentateur de l'émission Enjeux économiques sur Equinox, cet ancien reporter de repère aime bien s'adonner à l'enseignement, par ailleurs. Daniel Claude Abaté, c'est lui le président du mouvement des entrepreneurs du Cameroun, abrégé MECAM. Il est un industriel consacré au secteur des cosmétiques, cacao, beurre de karité et aux autres huiles essentielles. Par ailleurs, directeur du cabinet Compétences, un conseil en management international, il sait nous dire ce qui peut vraiment faire décoller l'industrialisation au Cameroun. D'ailleurs, expérience comme trader au London Stock Exchange ou comme cadre supérieur à ExxonMobil, British American Tobacco ou à The Coca-Cola Company lui donne suffisamment d'arguments pour nous convaincre. Voici le chef du département d'économie internationale de l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Maître de conférence, Henri Ngouatabi porte sur son dos des expériences multiformes dans l'enseignement ou dans l'analyse des questions économiques à l'échelle nationale et au-delà de nos frontières. L'Agence universitaire de la francophonie, tout comme l'Institut virtuel de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, savent de quoi il est capable. Ce soir, il nous dit s'il est, lui, capable de monter à bord des nouveaux MA60 et en toute confiance. Merci Gisèle. La communauté Scène de Presse est désormais connectée. Vous pouvez donc, comme toujours, participer à ce débat par SMS ou encore poster vos contributions sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Et place nette, à la première une des Scènes de Presse, les MA60 volent
enfin, c'est le cas de le dire, estampillé Cameco après des péripéties à vous couper le souffle. Le vol inaugural des MA60 a connu un succès populaire et protocolaire ce samedi à Yaoundé et Douala. De quoi flatter résolument l'orgueil national. On retrouve là un symbole du prestige du Cameroun traîné dans la boue et la gadoue ces derniers mois à travers des images insolites des passagers abandonnés dans les aéroports de par le monde. Je voudrais accueillir Daniel Claude Abaté, un grand voyageur. Bonsoir Daniel Claude. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir à vos téléspectateurs et merci de l'invitation. J'imagine que les images des Camerounais rayonnant hier à l'aéroport international de Douala, tout comme à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, c'est le Cameroun qu'on veut voir avec un symbole retrouvé, on l'espère, Cameco, à travers enfin ce vol inaugural des MA60. Oui, c'est une image qui fait plaisir parce qu'elle correspond à une attente, l'attente de voir notre fleuron aéronautique, la Cameco, rayonner sur le ciel de l'Afrique, du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Donc ça fait plaisir. Cependant, cette joie qui s'est exprimée hier ne saurait complètement atténuer les incertitudes ou les craintes que nous avons au regard des difficultés auxquelles cette compagnie est confrontée. Mais nous espérons qu'il s'agit là d'un signe promoteur qui signifierait peut-être que les choses sont définitivement prises en main et que nous ne verrons plus ces images que vous avez rappelées en introduction où des passagers étaient abandonnés soit à l'aéroport à l'étranger, soit dans les aéroports domestiques. Donc nous espérons vraiment que c'est un décollage, un redécollage définitif vers un envol maintenant plus sûr. Omer Madi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Aimé Robert. Les MA60 devraient donc desservir pour commencer la localité de Yaoundé-Douala bien sûr, mais aussi Ngaoundéré, Bafoussam et dans la sous-région Malabo en Guinée équatoriale et Libreville au Gabon. C'est de bonnes nouvelles pour les opérateurs économiques et les voyageurs de tous ordres, notamment pour Bafoussam, quand on connaît l'état de la route de nos jours, et même Yaoundé-Douala. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle effectivement, même si on peut mettre un bémol. Bafoussam, apparemment, c'est encore en cours de réflexion, c'est pas encore terminé. Mais je pense que c'est beaucoup plus une bonne nouvelle pour l'entreprise, Cameco elle-même. Parce que, je vous prends un seul exemple, faire décoller un 737 de Yaoundé, pour atterrir 20 minutes plus tard à Douala, avec ce que cela induit comme coût d'exploitation, vraiment c'est une aberration sur le plan économique. Donc j'estime que les MA60, comme les appareils de cette catégorie-là, les turbo-propulseurs, avec effectivement le taux de remplissage d'abord que l'on connaissait pour cette compagnie, tout cela va permettre effectivement de réduire les coûts d'exploitation. En fait, on faisait voler les 737 avec 48-50 passagers. Oui, c'est pour ça que je parlais du taux de remplissage, qui lui-même était déjà très bas. Je pense qu'avec un MA60 qui a 48 places, j'estime qu'on redimensionne un peu les choses. Et en plus, je dis par rapport au coût d'exploitation, notamment le carburant, je pense qu'effectivement, ces appareils sont destinés effectivement à pouvoir aux lignes intérieures et peut-être sous-régionales, parce qu'effectivement, le problème se pose aussi à propos de certaines lignes sous-régionales. Prenons le cas, par exemple, de Douala-Malabo, effectivement. Compte tenu de la distance, effectivement, c'est pas aussi économiquement idoine de faire voler effectivement des appareils du type Boeing 737. Donc, je pense qu'effectivement, au-delà de la polémique qui a entouré l'acquisition et peut-être le démarrage de ces appareils, il fallait au moins commencer pour permettre au moins à l'entreprise, ne serait-ce que de amoindrir ses charges d'exploitation. Au moins, c'est déjà gagné avec le début. Et qu'avez-vous pensé du témoignage du patron de la compagnie aérienne zimbabwéenne qui a témoigné de ce que les MA60 sont dans sa flotte depuis plus d'une décennie déjà et qui n'ont jamais connu le moindre problème là-bas? En tout cas, on verra ce qui va se passer. Mais je veux dire que même s'il témoigne et que c'est un témoignage qui a une teneur assez positive, rien n'est gagné. Moi, particulièrement, j'ai deux préoccupations par rapport à cela. Deux préoccupations qui découlent de ce qu'en discutant avec les acteurs effectivement du secteur aérien, il y a un premier problème parce qu'apparemment certaines compagnies
dites internationales rechignent à faire voyager leurs passagers. Je vais vous prendre un exemple. Je ne connais pas très bien le terme technique, mais je vais illustrer rapidement. Prenons par exemple à partir de Paris un passager dont la destination finale est Maroua. Air France n'atterrissant pas à Maroua, donc Air France va laisser ce passager soit à Douala, soit à Yaoundé, et Cameco doit assurer le relais jusqu'à Maroua. Il s'avère que depuis au moins 3 ou 4 ans, certaines compagnies, notamment Air France, envoient des signaux et disent qu'il n'est pas question qu'on transporte leurs passagers, effectivement, pour Maroua à partir des MA60, parce qu'il y a des implications, notamment en termes d'assurance passagers. Donc j'espère qu'on a levé cette contrainte-là. Par exemple, je n'étais pas malheureusement à la conférence de presse en décembre dernier du directeur général de Cameco. Moi, j'aurais aimé lui poser cette question et savoir effectivement quelle est la réponse. On a du temps pour éclaircir toutes ces interrogations. Toutes les zones d'ombre ne sont pas levées, mais au moins, je dis, pour ne serait-ce qu'amoindrir les charges d'exploitation de l'entreprise, il fallait au moins faire décoller ces MA60. Gisèle Neminga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Robert et bonsoir à toute la communauté de scène de presse. Il y a longtemps que vous ne nous aviez pas gratifié de votre expertise. Nous sommes heureux de vous retrouver. Alors, le passé doit nous instruire, sans jouer les rabat-joie, Gisèle. Vous étiez à Douala en 2011, le 28 mars 2011. Pourquoi je parle du 28 mars 2011? Parce que les images d'hier, la joyeuse sarabande d'hier à Yaoundé et Douala nous rappellent également les envolées lyriques. Vous étiez d'ailleurs dans un reportage en direct du 28 mars 2011 où on pensait tous que Cameco allait faire oublier à jamais Camer. Mais il se trouve que dans l'intervalle, Cameco est tombé dans les travers de Camer. Voici qu'il y a, on va dire, un redécollage à travers ces MA60, des belles images qu'on a vues hier. On s'est dit, on aimerait rester dans cette belle dynamique. On aimerait bien sûr rester dans cette belle dynamique, honore l'ensemble du Cameroun, avoir de nouveaux avions sous notre ciel. Ça ne peut servir que la cause des Camerounais, ceux qui voyagent de part et d'autre. Ce n'est pas un secret pour personne aujourd'hui que pour se déplacer d'un bout de pays à l'autre, notamment pour aller dans le nord du pays, peut s'avérer un véritable calvaire avec parfois l'oreille qui ne fonctionne pas, il faut prendre la route, c'est long, c'est pénible. Si les MA60 peuvent permettre à un certain nombre de personnes de se déplacer de part et d'autre du pays, je crois que ça ne peut être qu'une bonne chose. Mais je pense que cet enthousiasme qu'on a vu hier ne doit pas cacher, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Des problèmes réels. Ça ne doit pas cacher les problèmes réels auxquels la compagnie fait face aujourd'hui. Un lourd endettement, il ne faut pas l'oublier, Cameco est fortement endetté. On parle de 47 milliards de francs CFA de sources autorisées. Je n'ai pas osé donner le chiffre parce que personne n'a voulu me le confirmer, mais c'est quelque chose qui avoisinerait à peu près ce montant-là. Nous sommes en mesure de vous le dire, et la dette n'arrête pas de s'alourdir quand même depuis la création de l'entreprise. Je trouve que c'est trop grand. Et maintenant, on se réjouit que des passagers Cameco ne seraient plus abandonnés sur les aéroports à travers le monde. Vous avez bien fait de le rappeler que les MA60, c'est d'abord un vol intérieur, peut-être légèrement sous-régional, mais des avions bloqués à Paris, à Abidjan, à je ne sais pas trop quoi, tout le temps des avions saisis. Ça, ce n'est pas des problèmes d'avion. Je crois que c'est des problèmes de gestion, de management, de ce que le pays lui-même veut faire de sa compagnie. Qu'est-ce que le Cameroun veut faire de la Camerco? C'est la question à laquelle il faut répondre, je crois. Peut-être pas ce soir, mais je pense que ceux qui prennent des décisions doivent réfléchir sérieusement à cette question-là. Bonsoir, professeur Tabingwa. Bonsoir, Aimé Robert. Bienvenue sur le plateau de scène de presse. Gisèle pose une bonne question. Que voulons-nous faire de Cameco? Après la fête d'hier, j'imagine que les gestionnaires, les administrateurs de Cameco, ils vont peut-être souffler ce week-end, mais dès ce lundi, ils vont revenir au principe des réalités avec donc cette dette qui n'a cessé d'enfler depuis 2011. On parle de 47 milliards de francs CFA de sources autorisées, avec une flotte aujourd'hui de 6 avions, on va dire, mais avec beaucoup d'incertitudes, un plan de redressement qui reste dans l'attente de l'audit de Boeing après les 30 milliards qui ont été injectés par le consortium de banques, mais qui ne sont pas encore disponibles du fait de ce qu'on attend cet audit. Donc, il reste quand même beaucoup d'interrogations et d'où la pertinence de la question de Gisèle. Que voulons-nous faire finalement de notre compagnie de transport aérien? Nous voulons faire de notre compagnie une entreprise compétitive. Et une entreprise compétitive, ça signifie faire de la compétition, accepter la concurrence.
Et vous savez que dans ce domaine, la concurrence est très rude et ça va très vite. C'est pour cela que Camerco doit bien calibrer son marché. Quelles sont ses cibles? Mais il faut noter que le problème de Camer, on peut l'analyser sur 2 points, sur le plan externe et sur le plan interne. Sur le plan externe, vous avez un marché de ceux qui livrent le produit, disons la flotte, qui est dominé par 2 entreprises. Donc nous avons là ce qu'on appelle en économie un duopole. Et généralement, dans un duopole, nous avons ce qu'on appelle encore la théorie des jeux qui intervient. C'est-à-dire, les entreprises s'entendent, font des alliances, empêchent la pénétration du marché par d'autres entreprises qui veulent. Et donc, toutes ces turbulences-là peuvent venir perturber une entreprise comme Camerco parce qu'il s'est approprié les MA60, qui sont des avions chinois. C'est normal. Mais les errements de Camerco sont antérieurs quand même à l'acquisition de MA60. Donc on ne vient pas nous dire demain que les problèmes de Camerco seront imputables à l'enrôlement de MA60 dans sa flotte. Maintenant, nous connaissons tous ces errements. Je n'ai pas envie de m'étaler sur les errements puisque nous les connaissons tous. Mais maintenant, que faire? Puisque ces errements, on les connaît. Il y a la dette, il faut recalibrer le marché. Et donc, évidemment, lorsque ces avions arrivent, vous avez connu, il y a eu beaucoup de problèmes, mais ça a pris beaucoup de temps. Il fallait vite le régler. Mais c'est réglé. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut noter que ces avions, je vous ai entendu parler du Zimbabwéen qui est intervenu. Il faut noter que quand vous allez en Afrique australe, ce sont ces avions qui circulent partout, des petits avions de ce type. Donc je ne comprends pas quel est le débat à ce niveau, puisque la technologie, elle est vieille. Maintenant, Camerco a cette infrastructure, il faut qu'il continue à se doter du produit qui lui permet d'être compétitif. Vous ne pouvez pas faire la compétition sans matière. Maintenant qu'il y a de la matière qui commence à être là, il faut donc recalibrer le marché. Le marché intérieur d'abord, sous-régional, oui, parce que nos problèmes, ce n'est pas de transporter des Camerounais peut-être vers au-delà de l'Atlantique. Il faut d'abord maîtriser notre propre marché. Et ensuite, le problème interne, comme je disais, externe, ce sont ces compagnies qui bataillent et c'est normal qu'ils viennent perturber ce marché et qui ne signent même pas des alliances avec Camerco, comme le disait Omar. Il faut bien qu'il noue des partenariats. Et à ce moment donné, Camer doit nouer des partenariats, par exemple avec Star Alliance, ou alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir transporter... oui, je vous coupe pas. Oui, donc le deuxième problème, il est interne. C'est-à-dire maintenant, Camer, face à tous ces problèmes que vous avez évoqués, il va falloir très vite que l'actionnaire principal, qui est l'État, mais je crois qu'ils ont commencé, travaille cette image très rapidement. Et c'est très bien de voir que les autorités prennent les premiers vols. Et c'est très bien de les voir le lendemain prendre des vols pour aller sur Douala, sur Bafoussam. Pourvu que ça continue. Voilà. Et parce comme ça, on les a souvent croisés dans d'autres compagnies. Ici à Paris, à Bordeaux. Non, pas seulement à Douala. Vous savez, à partir du moment où une image, souvent croisés dans d'autres compagnies. À partir du moment où une image est écornée, tout le monde a des doutes, y compris ceux qui dirigent. Évidemment, comme nous avons déjà des nouveaux outils, il va falloir que ceux qui dirigent continue à prendre ses avions pour aller à Bafoussam, à Maroua, à Garoua, à Douala, à Paris, bien entendu. Donc, forcément, il va falloir qu'ils redonnent rapidement confiance pour que la société soit compétitive. Daniel Kodabaté. Oui, Aimé Robert, je pense que au-delà des problèmes internes spécifiques de Camerco qu'on vient d'évoquer, il y a pour moi une problématique de fond que les problèmes de cette compagnie posent. C'est la capacité de notre État à pouvoir gérer les entreprises. Les entreprises dans des secteurs aussi concurrentiels que le transport aérien civil. Parce qu'il y a quand même une trentaine de compagnies qui desservent le Cameroun. Je crois que je voudrais ajouter à ce que disait le professeur tout à l'heure. En management, nous distinguons ce que nous appelons le corporate strategy, la stratégie institutionnelle où une institution choisit le domaine dans lequel elle s'investit, et le business strategy qui est la stratégie interne à l'activité que tu opères. Et je crois que l'État du Cameroun devait normalement se poser la question, suis-je en capacité, de créer une compagnie et de la gérer? Parce que le problème de fond de Camerco n'est pas tellement, de mon point de vue, ces problèmes de dette et autres. La dette, les problèmes d'avion et autres sont des conséquences d'une incapacité, de mon point de vue, de l'État à concevoir lui-même d'abord son projet d'affaires. Vous vous rendez compte qu'on crée Camerco, on se lance
dans les opérations, et c'est à ce moment-là que l'État commence à réfléchir sur le type d'avion qu'on se rend compte. Ça, c'est des choses qui sont pensées et décidées en amont. Il faut que le projet d'affaires lui-même soit d'abord ficelé, soit robuste avant de se lancer dans... Donc, et au-delà de Cameco, ça pose tout le problème des entreprises publiques. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans Cameco, vous le trouverez dans un certain nombre d'entreprises publiques. Donc l'État, notre État doit se demander aujourd'hui, face à un certain nombre comment je dirais, de sous-performances, est-ce que moi, l'État aujourd'hui, je suis en mesure, j'ai les capacités... De garder le portefeuille. Voilà, de pouvoir gérer de manière efficiente, de manière efficace, un certain nombre d'outils ou de structures, de manière à ce qu'elles restent compétitives, ou en tout cas qu'elles résistent dans le secteur dans lequel elles opèrent. Alors, il reste que Omer Mbadi, quand on a la chance de voyager, tout au moins dans certains pays africains, on a le cœur parfois de voir que des pays de moindre stature économique que le Cameroun, on va le dire ainsi, disposent de compagnies aériennes sans prétention, mais qui volent régulièrement. Alors que le Cameroun, avec tous ses atouts, avec sa croissance à 6%, avec sa résilience, avec tous les atouts, on a un fleuron qui vaut pas des hauts et des bas. Bien sûr, mais Daniel Claude Abaté vient quand même de poser le problème. Mais effectivement, il faut se demander si l'État est véritablement en capacité. Au-delà des États même, il y a des initiatives privées. Vous avez par exemple une initiative togolaise, Askai, qui utilise effectivement dans sa flotte des biturbopropulseurs, un peu du même type que le MA60, et qui volent. Et cette compagnie est rentable. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité extrêmement rentable. Et avec un management, d'ailleurs, ce n'est pas du Nord. Ils ont pris l'assistance technique des Éthiopiens, dont on connaît d'ailleurs, ils sont devenus la référence en Afrique là-dessus. Donc moi je pense effectivement qu'il y a possibilité effectivement de rentabiliser Cameco en levant un certain nombre d'obstacles. Mais seulement il y a quelque chose qu'on occulte. Parce qu'effectivement, on s'attarde sur les problèmes de gestion de Cameco. Revenons au décret de 2006 qui crée la Cameco. Il est bien dit, quelque part, qu'il faudrait qu'un partenaire stratégique récupère 51% du capital. Vous savez très bien qu'il y a eu, je crois, 2 ou 3 initiatives qui, malheureusement, je crois, au niveau de la primature et autres, ont été pulvérisées. Et depuis lors, personne ne parle de la recherche d'un partenaire stratégique pour gérer la Camer. Certains évoquent des arguments de souveraineté, mais ça n'a rien à voir. Je crois que Air France n'est plus sous pavillon totalement français. Vous avez plein de compagnies dans le monde comme ça qui arrivent quand même à être bien gérées sans pour autant être la propriété exclusive des États. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne remet pas sur le tapis, effectivement, la recherche d'un partenaire stratégique qui aura aussi l'avantage, lui, au-delà effectivement de l'assistance technique ou tout au moins de la compétence technique, d'apporter même du cash, effectivement, pour renflouer cette compagnie. Et ça évacuerait peut-être le problème du financement et peut-être même effectivement des charges d'exploitation. N'oubliez pas que, en discutant notamment, moi j'ai discuté avec quelques dirigeants de la Cameco, la subvention mensuelle de 1,5 milliard de francs CFA arrive au compte-gouttes, entre autre chose qui contribue effectivement à alourdir effectivement cet endettement. Alors, on peut être intéressable sur le sujet. Gisèle, juste un mot. Oui, juste je voulais poursuivre sur la même lancée que le président Abaté tout à l'heure qui disait est-ce que l'État a vocation à gérer des entreprises? Peut-être faut-il que l'État se recentre sur ses activités régaliennes. Parce que lorsqu'on dit il faut que l'État mette de l'argent, il faut que l'État fasse ceci, est-ce que l'État a cette capacité-là? Et comment l'État va empêcher les représentants de l'État de pouvoir abuser de l'utilisation de Camerco? Moi, je pense que Camerco doit peut-être faire appel à des fonds privés, mais il faut comprendre que le transport aérien aujourd'hui dans le monde fonctionne en termes de grands groupes. Ce sont des grands groupes qui gèrent le transport aérien. Comment veut-on que le Cameroun puisse être compétitif en faisant cavalier seul? Est-ce que c'est possible? Vaste question. Oui, j'allais rajouter un débat. Il ne faut pas trop faire le procès de l'entreprise publique. Ça dépend de la stratégie de chaque pays. Et l'État peut bien gérer les entreprises publiques. Ça dépend. Si la stratégie est bien définie, qu'est-ce qu'on veut faire de cette entreprise? Parce que des pays en développement comme les nôtres, où tout est encore à faire, l'État doit être au centre de beaucoup de redéploiements et surveiller l'activité. À ce moment, mais il faut définir l'axe et fixer les priorités et les respecter. Le problème, c'est le non-respect
des priorités qui sont fixées et des axes de tir. Mais nous sommes dans un pays où le secteur privé est quand même assez dynamique. On va questionner le secteur privé dans la oui, deuxième il y a 30 secondes. Ma question n'était pas théorique. Ma question était contextuelle. Est-ce que l'État du Cameroun, avec ce que nous connaissons, Madame Niming a bien fait de demander, est-ce que nous pouvons nous passer d'un certain nombre... Je prends l'exemple de Camerco. Nous avons vu que dès le début, après la création, il y a eu 2 ministères qui se discutaient pratiquement la paternité du projet. Nous avons vu le ministère des Finances en conflit avec le ministère des Transports. C'est autant de choses où parfois on se demande, mais finalement... Même d'ailleurs. Oui, et le Minépat, on peut ajouter. Donc, c'est ça que je voudrais dire, Aimé Robert. C'est-à-dire, lorsqu'on voit comment, dans notre pratique institutionnelle, les conflits entre les administrations, les problèmes de conflits d'intérêts et autres, je me demande, est-ce que notre État est déjà en capacité, et lui-même s'est-il mis à niveau pour pouvoir gérer des entreprises dans le contexte mondial qui est le nôtre. Voilà un peu le sens de ma question. Et pourtant, nous devons avancer avec une compagnie aérienne qui est également un des symboles de la fierté camerounaise et même de l'unité nationale, avec ces couleurs qui... Pardon? Pour la défierté du Cameroun aussi. Osons le pari de la fierté retrouvée et à consolider absolument pour Camerco. Madame, messieurs, je vous propose de revivre les autres faits marquants de l'actualité de la semaine. C'est dans cette revue de presse, le meilleur de l'info dans les meilleurs tableaux de la place. Une signature de Gladys Lebouda. Corruption, disparition et innovation ont animé la presse cette semaine. Mardi, les quotidiens se font l'écho des accusations de corruption à l'endroit des compagnies de téléphonie mobile. Camtel, MTN et Orange cumuleraient une dette de plus de 170 milliards de nos francs auprès de l'État camerounais. Dans un rapport coup de poing publié mardi et relayé par Le Jour, la Commission nationale anticorruption relève des impayés de taxes et d'impôts, des défauts de paiement du timbre sur la fiscalité et de la taxe sur les jeux de hasard. Cameroun Tribune nous apprend que le rapport est le fruit d'une mission de contrôle effectuée du 13 au 21 janvier par la CONAC. Il souligne notamment que la comptabilité d'Orange Cameroun et de MTN ne permet pas de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité et services offerts. L'opérateur Nextel, enregistré sous le nom de Vietel, est accusé de double dénomination, nous apprend le Messager. La CONAC relève que l'opérateur n'a donc pas de personnalité juridique et travaille dans l'illégalité. Le régulateur n'échappe pas au coup de filet selon Mutation de mardi. L'agence de régulation des télécommunications est accusée de complicité doublée de laxisme. Jeudi, Camtel et MTN sursautent en une du quotidien Le Jour. La première fait savoir que l'État lui est débiteur de 15 milliards conformément à une convention de compensation des dettes réciproques signée en octobre 2015. MTN, quant à elle, exige que ces allégations soient éclaircies. Des éclaircies, Mounchipou Seydou n'aura pas pu en publier de son vivant. L'ancien ministre décédé le 18 janvier 2016 compilait sa version des faits sur ses 15 ans de détention pour détournement de fonds. Son décès en une du quotidien Le Jour ébranle toute la communauté Bamoun et plus particulièrement le village Monka dont il était le chef. Cameroun Tribune consacre quelques lignes à celui qui fut tour à tour préfet de Kribi, gouverneur de la province de l'extrême nord et ministre des Postes et des Télécommunications. Le Jour décrit un Mounchipou Seydou enthousiasmé par ses projets littéraires et affaibli par un séjour en Kodengui. Pour Mutation, la prison aura broyé la santé du notable Bamoun, décédé à Toulouse après une opération chirurgicale. Un autre ancien gouverneur du Grand Nord et pas des moindres s'est éteint cette semaine. Ousmane Meaba a tiré sa révérence mercredi dans sa résidence de Yaoundé à l'âge de 90 ans. Le baobab du régime Aïdjo trône en une de Mutation et se déploie dans une double page hommage au baron du Nord. Ousmane May présidait le conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale depuis 23 ans et a pendant longtemps été dans les petits papiers du pouvoir. Cameroun Tribune salue le parcours exceptionnel du premier gouverneur de la province du Nord. L'autre décédé de l'ancienne garde se nomme Bouba Danki. L'homme de 89 ans, sénateur suppléant et membre du comité central du RDPC, est mort à Maroua le 16 janvier.
L'ancien député de l'Assemblée nationale du Cameroun siégeait au conseil d'administration de la CRTV et était auréolé de plusieurs distinctions honorifiques, dont celle d'officier de l'ordre de la valeur. Quelle valeur accorder à la culture dans la marche vers l'émergence? La question était au cœur de la rentrée culturelle 2016, organisée par le ministère des Arts et de la Culture cette semaine. À Yaoundé, les artistes ont fait leur entrée sous le thème « Enjeux culturels de l'émergence », comme nous l'annonce Le Jour. Baromètre communautaire y voit la touche personnelle de Narcisse Mouelé-Kombi. Par cet événement inédit, le ministre des Arts et de la Culture place les productions artistiques sous le signe de l'innovation en 2016. C'était l'occasion de flirter avec l'histoire via des journées portes ouvertes aux archives nationales et des spectacles pluriartistiques regroupant le Gotha de la culture camerounaise. La revue de presse était sur la scène. C'est le temps du grand format de scène de presse, l'émergence du Cameroun et le passage obligé par l'émergence. Le chef de l'État l'a dit le 31 décembre dernier dans son message à la nation, pas d'émergence sans industrie viable. Avant lui, quelques semaines seulement avant, lors du dernier sommet Chine-Afrique en Afrique du Sud, le président chinois l'avait clamé, je le cite, l'industrialisation est indispensable à la création d'emplois et à l'éradication de la pauvreté. Bien avant la 10e conférence de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en janvier 2008, consacrée justement à l'industrialisation de l'Afrique, proclamait qu'aucun pays ni aucune région du monde n'a atteint la prospérité sans le développement de l'industrialisation. Pour ça, c'est donc un constat récurrent qui revient dans un certain nombre d'arènes et même de réflexions et qui a été placé même au centre des politiques publiques par l'Union africaine. Mais on va dire que la mayonnaise tend à prendre, tarde à prendre. Oui, effectivement, la mayonnaise tarde à prendre parce qu'il y a certaines bases qu'il faut faire, qu'il faut mettre sur pied. Vous savez que pour l'industrie, si on prend le socle de l'industrie, vous avez l'industrie extractive, vous avez l'industrie manufacturière, vous avez l'agro-industrie, vous avez même les travaux publics, BTP, vous avez l'électricité et l'eau. Si on s'arrête sur 2 points, l'agro-industrie et l'industrie manufacturière, pourquoi ça ne prend pas? Parce qu'il faut certaines bases. Pour transformer notre économie, vous comprendrez qu'il faut d'abord qu'on ait une base solide. Et cette base, c'est la diversification d'abord. Mais le Cameroun a une très bonne base. Nous avons mené une étude avec l'African Center for Economic Transformation, le premier rapport sur la transformation des économies africaines. Le pourcentage de diversification de l'économie du Cameroun, c'est 68%. Donc on a, vous connaissez tous ces produits en agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau des mines, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a un deuxième point vers lequel il faut basculer. Ce deuxième point, c'est aller vers viser les exportations compétitives. C'est ça qui va nous pousser à produire. Pourquoi j'ai dit compétitive? Parce que c'est ça qui peut nous apporter des recettes pour acheter des intrants et développer la base. Et ces exportations compétitives, nous les connaissons. Alors justement, j'allais vous poser la question, quels doivent être nos piliers pour envisager l'industrialisation, étant entendu qu'effectivement, il ne faut pas trop embrasser pour mal étreindre et que chaque pays s'est toujours appuyé sur un certain nombre de piliers. Mais vous savez, dans cette étude, nous nous sommes amusés à regarder les 5 premiers produits d'exportation du Cameroun depuis les indépendances, sauf hors pétrole. Ces 5 premiers produits, je vais peut-être vous surprendre, depuis 1960 n'ont pas varié. Ce sont les mêmes. Ça veut dire que le cacao, le café, et attention, j'ai vu un reportage tout à l'heure au journal où on nous dit que il y a une caféière est en baisse. Est en baisse. J'ai encore vu un autre reportage où on dit le fer de Malam, ça ne démarre pas. Donc je me suis dit, nous avons le café, le cacao, le coton, le bois, la banane. Ces 5 produits n'ont pas varié depuis 1960. Ça veut dire donc que c'est là que nous tirons les recettes et c'est là que nous devons donc revenir dans ce qu'on appelle en économie les avantages comparatifs. Ça signifie que c'est là qu'il faut axer la transformation pour ce qui est de l'agro-industrie. Vous voyez très bien, il y a un projet qui marche très bien dans le cadre de la mise en œuvre du SE, c'est les agropoles. Mais j'estime que pour moi, c'est la semi-industrie. Ça veut dire qu'il va falloir calibrer ces agropoles dans ces 5 produits, voire même prendre 1 ou 2 produits, faire une industrie intégrée en amont et en aval avec tout ce que ça comporte comme plus-value. Et vous allez voir que là, il y aura des tiens. Il faut donc faire des choix. Il faut calibrer ces choix. Nous n'avons pas les moyens entre le choc sécuritaire et le choc pétrolier. Il n'y a pas de moyens.
Et il faut donc calibrer, il faut donc se recentrer sur nos avantages compétitifs. Et on les connaît, ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Alors, sur ces produits d'exportation qu'on s'étend en boucle, il faut préciser qu'ils sont exportés pour la plupart non transformés. Non transformés. Et c'est là tout le problème. Pendant 7 ans, Daniel Kodabaté, toutes ces dernières années, on a les derniers chiffres quasiment officiels. La contribution de l'industrialisation au PIB, elle est décroissante. On est passé de 19% en 2000 à 13% au dernier pointage. Oui, simplement, et là c'est un point de vue du secteur privé, simplement parce qu'aujourd'hui au Cameroun, il est plus aisé de faire les affaires en étant un commerçant, en faisant de l'import-export, qu'en transformant. Voilà la triste réalité, vous l'avez rappelé en présentant les invités. Moi, en démissionnant comme salarié d'une multinationale, je me suis lancé tout de suite dans la petite industrie. Et je peux vous dire 8 ans plus tard que ça a été une erreur de ma part. C'est-à-dire, je l'ai fait avec beaucoup de naïveté, ne sachant pas toutes les contraintes, toutes les pesanteurs, toutes les difficultés, tous les obstacles qu'il y a à faire de l'industrie dans notre pays, qui font qu'au final, vous regardez ceux qui font du commerce, qui font de l'import-export et qui s'en sortent plus rapidement que vous parce qu'ils ont moins de contraintes, moins de difficultés. Donc il y a un problème d'orientation stratégique. Donc, oui, il y a ce problème. Il y a surtout, le professeur l'a dit, il y a surtout d'abord un problème de cadre qui favorise, qui incite ceux qui transforment à mieux évoluer que ceux qui font du commerce. Et puis, du simple import-export. Et puis, je pense qu'il y a des problèmes de base, c'est-à-dire que la base infrastructurelle. Aujourd'hui, nous connaissons les pesanteurs en matière d'industrialisation, en termes d'infrastructure. Il y a d'abord l'absence d'énergie, il y a le problème des transports. Okay? Vous savez qu'il est très difficile de circuler au Cameroun. On l'a relevé en parlant de Camerco, il est très difficile. C'est difficile pour les hommes, c'est difficile pour les biens. Et puis, il y a les problèmes de communication. Et quand on dit difficile, en matière économique, ça veut aussi dire c'est coûteux. Hein? Et ça fait que même lorsque vous décidez à produire, à transformer, quand vous regardez vos coûts de production, vous n'êtes pas compétitif. Vous n'êtes pas compétitif par rapport à... Mais je voudrais souligner un point qui me paraît important pour que les téléspectateurs et M. Robert comprennent. Les pays africains de manière générale, et le Cameroun particulièrement, ces 10 dernières années ont des taux de croissance très enviables, qui sont même d'ailleurs souvent pour la plupart des cas. Mais les économistes disent que c'est une croissance sans développement. J'y viens. Donc nous sommes une croissance appauvrissante. Il dit pire, il dit croissance appauvrissante. Voilà. Moi je disais croissance sans développement, voilà. Mais il dit croissance appauvrissante. Mais justement, la croissance est appauvrissante parce que justement, c'est une croissance qui n'est pas basée sur l'industrie. Ce que je voudrais dire, c'est que l'industrie est incontournable. Je voudrais même être un peu provocateur en disant que l'avenir de notre pays, ce n'est pas dans les bensikines, c'est dans l'industrie. Et il faut que véritablement on le comprenne et qu'on mette en place des véritables politiques industrielles, une orientation qui permet véritablement de mettre en place ces politiques industrielles. On revient à vous, c'est un ancien député suppléant du RDPC qui parle. Alors Omer Badi, pour résoudre ce problème, il y a un certain nombre de pays africains même qui ont mis en place des politiques protectionnistes pour favoriser l'émergence d'une production locale. Je sais qu'il y en a. Oui. Alors, je crois qu'il y a l'exemple notamment de la Tunisie. La Tunisie, le Nigeria, l'Éthiopie. Bon, vous avez aussi l'Éthiopie qui est un cas assez intéressant. Et encore que l'Éthiopie est un cas intéressant sur un autre plan, parce que au-delà de ce que le professeur dit, c'est qu'il s'avère que compte tenu de la forte hausse des coûts de production en Chine, notamment des salaires et autres, il y a un mouvement général de délocalisation d'un certain nombre d'activités de la Chine vers d'autres territoires. Et on voit très bien... Il y a notamment, Omer, sans vous interrompre, une marque de chaussures qui a voulu s'installer au Cameroun, mais qui a été empêchée par toutes sortes de tracasseries administratives, qui allait s'installer en Éthiopie. Effectivement, on voit très bien comment est-ce que l'Éthiopie arrive à se positionner par rapport à ce mouvement d'ensemble qui se met en place. Et ça découle nécessairement d'une vision qu'il faille avoir. On nous a fait comprendre que cette année, en principe, devrait être, publié le plan d'industrialisation, le plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Il faut d'abord noter que le premier plan qui avait été élaboré, qui malheureusement, dès 1989, n'a pas pu être mis en œuvre. J'espère que celui-ci, au moins, il connaîtra un début de mise en œuvre. Mais de manière générale, le défi, il est là.
quand vous voyez le DSE, on dit qu'à l'horizon 2035, on doit partir, vous avez parlé tout à l'heure de 13%. Moi, d'après les dernières évaluations du ministère des Mines et de l'Industrie, disent qu'on doit partir de 11% en ce moment, de la contribution au PIB, à 23-24%. Donc on doit pratiquement doubler cela. Mais maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on s'inscrit par rapport à tout cela. Et c'est en cela, effectivement, que l'observation de M. Ngouatabi est intéressante. On a vu des pays comme la Malaisie qui sont basés, effectivement, par exemple, sur le palmier à huile ou bien le caoutchouc pour impulser effectivement la dynamique. Donc ça veut dire que sur la base des produits qui sont les nôtres en ce moment, même s'ils n'ont pas varié, il y a lieu de faire déjà quelque chose tout en essayant effectivement de voir en ce moment quels sont les secteurs à forte valeur ajoutée et se positionner effectivement dans la dynamique mondiale par rapport à cela et s'inscrire là-dessus. Et c'est en cela que par exemple, moi il y a par exemple un phénomène qui m'interpelle. C'est par exemple la fameuse loi de 2017 sur les incitations à l'investissement. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, on accorde des incitations à tous ceux qui ont des velléités d'implantation d'industrie au Cameroun. C'est peut-être bien beau, peut-être parce qu'il faut résoudre un problème d'emploi, mais je me demande, est-ce qu'il y a une vision stratégique derrière cela? Parce que j'estime qu'il faudrait peut-être doser ou différencier effectivement les incitations qui ont encore été menées, ou tout au moins si elle a été menée, elle n'arrive pas encore à être implémentée. Alors, Gisèle, sans être la porte-parole des industriels, je sais que vous avez réalisé un certain nombre de sujets avec quelles sont leurs demandes, qui sont constantes pour créer conditions favorables, préalables au décollage de notre industrie. Le président Abatta parlait tout à l'heure de l'accompagnement. Je pense que dans n'importe quel type d'économie, il faut l'accompagnement de l'État. Et pour que l'État accompagne, il faut que l'État fasse des choix stratégiques. Nous voulons nous industrialiser, mais dans quel domaine? Et si nous voulons nous industrialiser dans tel domaine, quelles sont les mesures que nous prenons? Je vais prendre un pays comme le nôtre. On a beau parler de l'industrialisation, le Cameroun est majoritairement un pays agricole. Il ne faut pas se le cacher. L'essentiel des populations camerounaises vivent de l'agriculture. Mais cette agriculture-là, elle sert à quoi? Elle va où? Aller dans nos marchés, aller voir comment les produits s'abîment, surtout ceux qui sont essentiellement périssables. Quand on n'a pas pu les consommer, quand on n'a pas pu les vendre, aller voir comment les poubelles des marchés sont remplies. Et tous les jours, tout le monde voit cette situation-là. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que ces produits pour lesquels les populations de nos campagnes s'esquintent, se privent, ces produits-là puissent être transformés et puissent être consommés de manière durable. Pas seulement au Cameroun, mais dans la sous-région, que le Cameroun ravitaille énormément. Qu'est-ce qui est fait? Donc je pense qu'à ce niveau il faut que l'État prenne ses responsabilités. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la Malaisie, ce n'est pas le seul cas de la Malaisie. Ce sont des pays qui ont fait des choix. Si nous voulons faire de l'industrie extractive, quel est l'objectif que nous voulons vis-à-vis de l'industrie extractive? Est-ce que nous voulons nous faire de l'argent? Est-ce que nous voulons trouver des emplois? Et qu'on fasse quand même un petit bilan sur les domaines dans lesquels on a investi jusque-là. Est-ce que les emplois-là ont vraiment été ce qu'on nous avait annoncé, des milliers d'emplois? Est-ce que ça a été le cas? Je pense qu'il faut que nous soyons réalistes. Nous sommes un pays agricole, choisissons d'investir dans l'agriculture et dans la transformation agro-pastorale. Alors, je vous propose la suite des débats dans un instant. Je vous propose une illustration. Le problème est également celui des ressources humaines. Et on a un bel exemple à Douala avec la faculté de génie industriel qui fabrique, pour ainsi dire, entre les ingénieurs à l'appel. C'est le zooming sur l'actu, un sujet de Berthe Mbala, de CRTV Littoral. À la périphérie de Douala, lieu-dit PK17, la faculté de génie industriel de l'université de Douala s'est implantée et se développe. Ici, nul n'entre, s'il n'est géomètre, bac scientifique et technique pour preuve. Comme son nom l'indique, l'établissement est un moule de sorte chaque année en moyenne 250 ingénieurs de différentes filières. La technologie de construction industrielle, la robotique industrielle, pêche industrielle, génie maritime, télécommunications, et technologie de l'information et de la communication. Nous avons également technologie automobile, hygiène, sûreté et sécurité industrielle, le génie civil.
Et plus tard, nous allons opérationnaliser 2 autres filières, à savoir génie chimique et génie des procédés. En fait, c'est dans le domaine où on recrute beaucoup de gens, c'est dans le domaine qui demande beaucoup d'investissements industriels. Déjà plus de 1000 diplômés qui portent la marque de fabrique distinctive de cette institution, créée en 1993 et qui a ouvert ses portes en 2006. Un diplômé a d'abord à la base un diplôme d'ingénieur. Mais en plus du diplôme d'ingénieur, il a tout ce qu'on peut retrouver dans le management. Par exemple, pour ceux qui font le MBA, ils ont un certain nombre des unités d'enseignement et on les retrouve, toutes ces unités d'enseignement, dans notre syllabus et tous les diplômés suivent au moins un tronc commun de management parce que nous souhaitons que ces jeunes, plus tard, puissent créer des structures économiques. L'État a investi d'énormes ressources, comme en témoignent ces bâtiments, salles de classe et ateliers. Mais il en faut encore plus pour les équiper convenablement. Problème majeur pour le profane, mais relativisé par les formateurs. On n'aura jamais assez de matériel, parce que ça change tous les jours. Et ça, c'est une école qui est nouvelle. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas disposer à 100% de tout ce que nous souhaitons avoir aujourd'hui. C'est là où les autres nous dominent, parce que là, on compte beaucoup plus sur les idées. Caractéristique bien perceptible dans cet incubateur d'ingénieurs, la volonté d'apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens. Le poisson est cher tout simplement parce qu'on n'arrive pas à bien capturer. Donc on n'a pas appris, on n'a pas des amateurs nationaux qui ont les personnels qui puissent permettre d'aller avec des équipements appropriés pêcher le poisson. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des gens qui se limitent seulement au bord là, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la pêche roturière, donc dans les rivages. Le technicien, lui, il regarde seulement, s'il ne regarde plus la terre, il n'avance plus. Vous voyez, c'est avec les pirogues. Et le Cameroun dépense par an, au minimum, 150 milliards par an pour l'importation de poissons et de tous les produits dérivés. Les étudiants, principaux concernés, le pas hésitant, suivent tout de même la voie tracée. Le carrelage est un produit qui s'importe suffisamment et à grande quantité au Cameroun. On est en train de travailler sur la possibilité qu'on puisse fabriquer, rentabiliser la demande au Cameroun, même auprès des quincailleries et de tout le monde. On ne respecte pas l'architecture, on ne respecte pas les normes et les qualités. Donc si je me retrouve ici, c'est pour apporter un plus dans la société et atteindre le modernisme attendu. La faculté de génie industriel est l'îlot de technologie dans un océan d'établissements de formation d'enseignement général. Pour s'industrialiser et cheminer vers l'émergence, ce modèle doit être affiné et dupliqué. Tenez, même si comparaison n'est pas raison, au Cameroun, on forme environ 2000 ingénieurs par an, alors qu'au Japon, on en produit 500 000 chaque année. La suite de notre réflexion sur ce passage obligé par l'industrialisation. Alors pour ça, je voudrais vous interroger sur une préoccupation qui revient sur l'incapacité de l'État du Cameroun à fabriquer des champions, comme on dit, parce que aucune entreprise camerounaise n'apparaît dans le top 100 des entreprises africaines. Et oui, mais c'est évident. En fait, c'est le troisième point pour les bases. C'est la productivité forte. Mais ce n'est pas la productivité liée au matériel. C'est la productivité liée aux personnes, c'est-à-dire la valeur ajoutée que les ingénieurs peuvent apporter à un produit, surtout dans l'industrie manufacturière. Et cette valeur ajoutée, quand on prend les normes des pays qui sont comme les nôtres, c'est très en deçà. 11 000 $ au Cameroun et 36 000 $ à l'échelle des pays qui sont comme le nôtre. Et c'est ça le véritable problème. Vous voyez, vous nous présentez des ingénieurs de la faculté de génie industriel et là, ils disent qu'il n'y a pas le matériel pour pouvoir... Il ne faut pas qu'ils fassent de la philosophie de l'ingénierie. Il va falloir que les ingénieurs soient pratiques et qu'on en forme encore un peu plus. Parce que un pays comme le Maroc, par an, vous avez près de 3000 ingénieurs qui sortent. Toutes filières confondues. Pour transformer l'économie, pour transformer l'industrie, il faut ceux qui peuvent fabriquer, transformer. Et ce sont les ingénieurs ou
développer les IUT, les instituts universitaires de technologie, et orienter nos jeunes, qui, à 80%, qui vont dans les sciences sociales, à aller vers cette direction. Et donc cette productivité, elle doit être forte pour que les bases soient assises. Ce n'est pas encore le cas. Mais des écoles d'ingénieurs sont en train d'être créées, des mines à Menganga, à Maroua, il faut continuer. Et sur cette volonté de promouvoir des champions nationaux, je reviens sur ma question initiale. Oui, promouvoir des champions nationaux, moi je vous donne le socle qui peut permettre de les promouvoir. Parce que si vous n'avez pas ces bases, vous ne pouvez pas promouvoir des champions. Vous allez arriver à la dérive parce que les fondations ne sont pas là. Il n'y a pas de personnel adapté peut-être pour transformer l'industrie. Et évidemment, la matière que vous mettez sur le marché ne correspond pas peut-être à ce qu'il faut. Vous savez très bien que nous sommes, je peux dire, le Cameroun est très bien doté en matière première lui permettant de faire ce bond et de transformer et de vendre. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller chercher loin. Il faut résumer ce que l'économiste Krugman a dit. Vous revenez à l'effet taille, à l'effet frontière, à l'effet diplomatie, à l'effet sécurité. Donc vous n'allez pas chercher très loin. Vous créez des champions, mais vous ciblez le marché qui vous permet de livrer ces champions. Et je peux croire que dans l'industrie manufacturière, nous avons des produits. Et si vous regardez où on exporte ces produits, tous ces produits sont en gros exportés dans la CEMAC, dans la sous-région. Et les accords que nous avons signés avec le Nigeria font que ce marché vient de s'ouvrir. Et si vous regardez les statistiques avec le Nigeria, c'est un grand bond. Donc nous avons des champions. Et il reste maintenant à leur doter du dernier point sur la base. C'est la technologie. On voit certains pays, dans certains pays où on parle de diplomatie économique aujourd'hui, y compris des pays africains, un pays comme le Maroc ou le Nigeria. Mais avant de faire de la diplomatie économique, il faut d'abord faire de la production de qualité. Oui. Il faut pour cela de l'accompagnement. Il faut pas rêver. Nous avons un secteur privé qui est très dynamique. Je ne suis pas ici sur le plateau pour faire la promotion d'un certain nombre d'entreprises, mais parce que je viens de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, où il y a quand même un certain nombre d'industries, je les ai vues fermer les unes après les autres, pour des raisons et d'autres, pour des raisons d'énergie, pour des raisons de tracasserie, pour des raisons de financement, pour toutes sortes de raisons. Et parfois, à aucun moment, on a vu l'État venir au secours, ce qui est pourtant le cas quand il s'agit des entreprises, parfois des multinationales, qui ont une certaine surface pour résister à toute cette bourrasque-là. Moi, je pense que pour fabriquer des champions, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Il faut qu'au-delà de la volonté politique que l'on peut percevoir dans les allocutions du numéro 1 de la République, le chef de l'État, on sent une volonté politique de faire quelque chose. Maintenant, comment cette volonté politique est mise en œuvre? Je pense qu'il faut ouvrir une véritable réflexion à laquelle il faut associer le secteur privé. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que ces promoteurs-là, ces champions qu'on veut fabriquer là, ils sont exclus du débat et le débat est confisqué par l'administration. On fait comment pour évoluer dans ces conditions? Le président du MECAM. Oui, non, je pense que, encore une fois, Mme Minga dit des choses essentielles. Vous savez, ce que nous attendons de l'État, c'est que l'État joue pleinement son rôle. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que l'État doit être en dehors de tout. L'État, nous attendons que l'État soit facilitateur, accompagnateur et régulateur. Or, dans cette triptyque, nous nous demandons, au vu de ce que nous voyons, si notre État est en capacité de le faire. Nous ne voyons pas l'État réguler vraiment l'économie dans le sens de ses propres orientations stratégiques. Je vous prends un secteur comme celui des télécoms, okay, où on a vu un certain nombre de manquements, mais où la régulation est silencieuse. Elle ne dit rien, alors que les problèmes de télécommunications sont des problèmes qui pénalisent les entreprises, en plus des citoyens. Mais est-ce que vous avez entendu l'État en tant que régulateur s'exprimer? Non. L'État facilitateur, l'État accompagnateur, on ne voit pas cela. Or, dans tous les processus d'industrialisation, je me suis permis d'aller à gauche et à droite, c'est l'État qui a édifié le système économique. C'est l'État qui édifie, qui construit le système économique en partenariat avec le secteur privé. Donc pour répondre à votre question sur les champions, il faut effectivement un partenariat fort entre le secteur public et le secteur privé. Mais nous avons parfois l'impression, nous au secteur privé, que même si l'État aujourd'hui nous associe à beaucoup de plateformes, à beaucoup de discussions, nous avons l'impression que c'est encore beaucoup plus dans l'habillage. Qu'au fond, on ne permet pas encore au secteur privé de jouer
son rôle. Nous parlions de Cameco, par exemple, tout à l'heure. Mais à aucun moment, le secteur privé n'a été associé, n'a été consulté pour voir s'il peut jouer un rôle dans ce projet d'affaires. Nous pouvons parler, je peux vous parler de la banque des PME. Au final, c'est une structure typiquement publique. On dit non, laissez-nous d'abord faire, on va le privé, on va vous associer après. Voilà le langage. Aujourd'hui, nous avons voilà le langage qu'on a tendance à tenir. Et nous nous demandons donc si finalement cet État, aujourd'hui, qui veut bien obtenir un certain nombre de résultats en matière de performance économique et en matière sociale, est-ce qu'il peut, par cette incapacité lui-même à se mettre à niveau pour être le vrai édificateur, le vrai régulateur, le vrai constructeur du système économique qu'il veut mettre en place, est-ce que nous avons aujourd'hui cet État qui peut jouer ce rôle? Alors, le professeur Ngwa, et puis... Oui, merci, Robert. Mais je dirais que la même question, je la pose en même temps. Parce que l'État, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes institutionnels à régler. Des textes, des financements et autres. Mais le secteur privé lui-même aussi, il doit aller chercher. C'est-à-dire, pour créer des champions, il faut d'abord des champions privés que l'État doit soutenir. Non, je crois, professeur, que le secteur privé en a. Non, attendez, je termine, tout juste. Et lorsqu'il y a ces champions privés, par exemple, dans la dotation, en termes de technologie appropriée, en termes d'études de base, parce que est-ce que c'est forcément l'État qui va faire regarder, on doit aller vers l'industrie manufacturière, comme je disais. Mais nous faisons de très bons produits, sans publicité. Vous voyez l'industrie de l'huile de palme, qui maintenant a des produits au niveau de la savonnerie, au niveau de la lingerie, et tout ça est exporté. Ce sont nos privés. Mais maintenant, pour améliorer tout ça, il faut qu'ils se dotent non seulement de capacités humaines, mais de capacités matérielles en termes de technologie. La technologie qui nous permet de passer au stade de ces savonneries, de ces lingeries, à des produits plus sophistiqués que nous allons maintenant proposer au-delà peut-être de la CEMAC, voire le Nigeria. Et même au sein de la CEMAC, avec des échanges qui dépassent à peine les 5%, il y a de la marge encore. Beaucoup de marge. Au sein de la CEMAC. Omer Mbadi, je reviens quand même sur l'accompagnement qu'on observe ailleurs dans cette diplomatie économique avec des personnalités qui jouent vraiment les VRP des entreprises locales. On voit la pénétration marocaine au Cameroun qui est véritablement accompagnée par l'État marocain, même, ainsi de suite. Est-ce que le mouvement inverse de balancier? Non, je pense qu'il y a deux façons de faire. Mais bien avant de venir, vous posez une question tout à l'heure sur les champions nationaux à Niminga. C'est simple. Je ne pense pas que Samsung serait devenu ce qu'elle est aujourd'hui sans l'État coréen, sans l'accompagnement de l'État coréen. Encore moins Toyota au Japon, sans l'accompagnement de l'État japonais. Donc ça veut dire que effectivement, pardon, oui, même l'industrie automobile. On voit comment Obama a sauvé Daimler Chrysler à la suite de la crise de 2008. Avant lui d'ailleurs, bien avant lui. Voilà. Donc, je crois que c'est ce que votre question voulait sous-entendre. Donc de ce point de vue, on peut identifier un certain nombre. Et je suis d'accord avec Niminga qui prend le contre-pied de M. Ngwa là-dessus, en disant qu'il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui font un effort, ne serait-ce qu'en termes d'exportation. On peut citer par exemple dans le cas de la cosmétique. Je ne veux pas citer des noms. On peut citer une expérience qui est malheureuse aujourd'hui dans la pharmacie, d'une implantation d'une unité industrielle à Douala, qui malheureusement est devenue ce qu'elle est. Mais on voit très bien que là-dessus aussi, il y avait possibilité, compte tenu du besoin en termes de médicaments, ne serait-ce que dans le marché de l'Afrique centrale. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qu'on peut identifier localement qui pourraient bénéficier d'un accompagnement particulier de l'État pour pouvoir effectivement bénéficier, pour pouvoir exporter et tout au moins chercher des marchés à l'extérieur. Et en cela, effectivement, on reviendra au modèle marocain parce que, comme ça, de manière, en termes de perception, on voit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, vous avez un peu le cas du Nigeria, où vous avez un certain nombre d'entrepreneurs qui vont, en quelque sorte, tout seuls. C'est le cas d'Aliko Dangote, qui va chercher ses marchés tout seul, à tout au moins. Même s'il y a l'État nigérian peut-être derrière, mais il ne se manifeste pas. Il a quand même bénéficié au départ de cette protectionnisme. Mais par contre, le modèle d'accompagnement le plus affirmé dans la conquête des marchés extérieurs, c'est le Maroc. On voit ce qui se passe dans la banque, on voit ce qui se passe dans l'assurance, on voit ce qui se passe dans d'autres secteurs, même notamment l'eau au Cameroun, l'eau. On voit très bien l'impulsion qu'a donné effectivement Mohamed VI lorsqu'il est arrivé. Et on voit les résultats un peu en Afrique noire de ce que les Marocains sont en train de faire. Donc je pense que c'est ce type d'accompagnement à l'export, notamment entre autres, qu'il faut. Et c'est là où on se demande si parfois l'arrangement institutionnel
est vraiment adéquat au regard des expériences ailleurs. Le GICAM, par exemple, propose qu'on essaye de fusionner dans une seule entité, par exemple, l'industrie et le commerce. On voit seulement que ce sont deux administrations séparées, mais quand on observe ce qui s'est passé notamment dans les années 70 dans le sud-est asiatique, la plupart de ces pays ont réussi à garder ces entités au sein d'une même agence. Mais les Marocains ne sont pas seuls. Dans cette structuration, ils ne sont pas seuls. Oui. Derrière, il y a une bonne musculation par rapport aux partenariats, aux stratégies d'alliance qu'ils nouent. Et ces stratégies d'alliance, ce sont des grands groupes qui sont derrière, qui poussent et qui positionnent un pays et qui vont à la conquête des marchés à un certain niveau. Donc nous aussi, nous pouvons bâtir ces stratégies d'alliance au niveau de l'État. L'État doit encore être très fort chez nous pour pouvoir aller chercher ces marchés. Donc c'est pour ça que je dis, nous connaissons beaucoup de problèmes de cadre institutionnel. Mais quelles sont les stratégies que nous, soit avec les voisins, soit avec les puissances qui sont nos partenaires, pour pouvoir aller vers les conquêtes? Les Marocains ne le font pas seuls. Il y a des fortes puissances derrière. Alors, moi, je voudrais vous interroger, Daniel Kolaboté, sur la préférence nationale. Lors du dernier dîner-débat du GICAM consacré justement à cette problématique de l'industrialisation, il a beaucoup été question de cette consommation du national qui n'est pas suffisamment encouragée, alors qu'il y a la législation dans un certain nombre de pays aux États-Unis. Vous allez régulièrement, on parle du Buy America Act, qui consiste à favoriser le consommer local. Est-ce qu'on peut l'implémenter davantage? Je prends une illustration, dans les meubles, par exemple, l'administration publique, qui sont importés parfois, alors qu'il y a une industrie locale. Qui sont importés. Oui, on doit certainement l'encourager. Dans aucun pays performant industriel ne s'est passé de cette politique de patriotisme économique, je préfère l'appeler comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les pays africains, pour notre pays, le contexte malheureusement est un peu mal choisi de mettre en place des législations qui protègent l'industrie nationale, parce que contrairement à d'autres, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la mondialisation, où un certain nombre de règles du commerce empêchent, et même nos pays aujourd'hui ont des contraintes, par exemple l'APE, qui fait qu'on s'engage dans des partenariats qui obligent manifestement nos États à ouvrir les frontières, qui sont, de mon point de vue, des erreurs stratégiques. Mais il faut, à défaut de pouvoir le faire par des législations qui peuvent être attaquées au niveau de l'OMC, il faut que l'État, encore une fois, encourage cela par des symboles forts, lui-même en consommant, en privilégiant de consommer localement. Avec les amis, nous nous amusons souvent, par exemple, à nous dire pourquoi l'État n'impose pas une journée où tous les Camerounais, en tout cas ceux qui sont qui travaillent dans la fonction publique, et peut-être pas tout le monde, se met en panne SICAM. Pourquoi il y a un certain nombre de choses. Vous avez parlé des meubles du bois. On voit que quand nous entrons dans nos administrations, la plupart des meubles viennent d'un certain nombre de pays et peut-être fait à partir de notre bois. Le bois camerounais qui revient. Voilà. Donc, je crois. Mais je voudrais redire, et je pense que le professeur Tabi connaît ce livre qui a été publié en 2010 par les professeurs Lin et Monga, qui ont bien montré que pratiquement tous les pays performants aujourd'hui ont activement soutenu et protégé leur industrie. C'est-à-dire que l'État, il n'y a aucun pays qui s'est développé par un laisser-faire, par un libéralisme dans lequel le secteur privé a eu l'intelligence de savoir ce qu'il fait. C'est toujours l'État qui a protégé, qui a organisé, qui a fait en sorte que, à la fin, les succès des politiques mises en place réussissent parce qu'on a su protéger l'industrie locale. Gisèle, on va revenir à vous. Je vous propose de redécouvrir la trajectoire d'un homme qui a fait du Cameroun sa seconde patrie. Et il marque le milieu des affaires au Cameroun à travers deux concepts qui font florès la fois promo du Salon international de l'entreprise et Yaoundé. En fait, il a fait, lui, c'est Pierre Zoumbak, c'est le portrait de la semaine sous la plume de Monique Félicité Thuen. Voici Pierre Zoumbach. Il a 86 ans cette année 2016, mais garde toute son énergie. Sans se lasser, il veille à tout, ici, dans sa fondation Interprogress. De bureau en bureau,
il vérifie tout dans les moindres détails, car au mois de février 2017, Yaoundé, la capitale du Cameroun, va accueillir la 6e édition de Promote, l'un des plus importants salons internationaux de l'entreprise d'Afrique. Une initiative qui vient de lui, concrétisée en 2002. C'est la CEMAC qui, par son secrétaire général à Bangui, m'a demandé si on pouvait faire une étude pour sonder 600 entreprises privées dans les 6 pays de la CEMAC. Et on a fait une proposition qui était les journées CEMAC. Ça a été bien réussi. Après, il y a eu un bon silence jusqu'au jour où la présidence du Cameroun m'a contacté pour me demander si on pouvait repenser un concept plus ouvert. Voilà l'histoire de Promote qui évolue. Grâce à l'expertise de Pierre Zumbash, Promote est devenu un rendez-vous très attendu et se déroulera désormais tous les 2 ans pour améliorer davantage le climat des affaires au Cameroun et dans le continent. Et toujours, d'un Promote à l'autre, rien n'est figé. C'est toujours l'écoute, l'observation qui permet d'améliorer la formule et de se coller aux besoins. Aucune théorie toujours, aucune théorie. Parallèlement à la mise en forme de Promote, cet expert en économie sociale et son équipe ont préparé la 10e édition de IAFE, Yaoundé en fête, qui a connu un éclat en 2015 malgré la mutation du site. IAFE, c'est une toute autre affaire. C'est d'abord au début, c'est presque une affaire de loisir pour nous. C'est devenu plus professionnel à la fin. C'est le délégué du gouvernement de cette ville qui m'avait dit un jour, mais est-ce qu'on ne peut pas faire à la fin de l'année une grande fête populaire, mais avec aussi les commerçants. Enfin, on fait quelque chose qui répond, qui anime un peu. On est arrivé à un boulevard qui devenait vraiment très petit, étouffant. Et pour des raisons vraiment basiquement de sécurité, on s'est dit qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu plus longtemps. Le délégué nous a parfaitement compris. Et on a donc décidé de faire une expérience qui n'est pas forcément figée sur le site du Palais des Congrès. Ça a bien marché dans l'ensemble. On peut dire aujourd'hui que la fréquentation de IAFE 2015 au Palais des Congrès a touché les 300 000 visiteurs que nous avions au boulevard. Promote et IAFE font sa fierté. À travers ces 2 événements majeurs, ce Suisse, en 36 ans déjà passé au Cameroun, a rendu service à des millions de Camerounais et d'Africains et a su garder sa place. Je suis souvent très énervé de voir que des étrangers se permettent des commentaires sans avoir le droit de vote. Il ferait mieux de se taire. Moi, j'ai un métier à faire, j'ai un mandat des autorités de ce pays pour réussir des manifestations. J'obéis à ce mandat, je travaille là. Si un jour je ne peux plus travailler, je m'en irai. Ses collaborateurs l'admirent pour cela. Ils savourent et profitent de chaque moment passé à ses côtés. Il faut être assidu, il faut être à l'heure. Et quand on fait des réunions, si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Il n'y a pas 2h05 ou 2 heures. Et il a ce génie-là de dénicher en chacun de ses employés la compétence la plus forte. Au-delà du professionnalisme, il peut écouter la personne, c'est-à-dire écouter la personne pour que la personne soit au mieux de ses capacités dans l'ordre de ses fonctions. Il est très pointu et très précis dans ce qu'il attend. Et au quotidien, je suis content et satisfait de travailler sous la houlette de cet homme-là, qui est un bon manager. Plus qu'un manager, Pierre Zumbash est devenu comme un père pour chacun. Et des enfants, son épouse et lui en ont 4 en tout et plusieurs petits-fils à qui il a transmis ses valeurs. Je déteste le gaspillage. Ça, c'est mon père était banquier à Genève et un banquier, c'est économiser. En fait, c'est son métier de faire épargner les gens, de leur montrer comment ils peuvent créer leur fortune. Donc, j'ai gardé ça et ça marche. Pierre Zumbash, c'est l'histoire de cet Européen suisse de plus d'1,80 m qui aura ouvert le Cameroun au monde sans aucune théorie pour le hisser encore plus haut dans son économie sous-régionale.
Rendez-vous avec Pierre Zoumak pour le prochain promote en 2017. Madame, Messieurs, on va faire un dernier tour de table sur cette problématique de l'industrialisation. Omer Mbadi, on élaborait sur ces stratégies d'accompagnement pour créer davantage de champions. On est parti du fait qu'aucune entreprise camerounaise apparaît dans le top 100. Même pas la Société nationale des hydrocarbures? Entreprise camerounaise au sens... entreprise privée, hors pétrole. Hors pétrole, d'accord. Hors pétrole, d'accord. Non, j'estime qu'il y a de la marge. Et Daniel Claude-Abaté a dit quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'il y a une alliance très forte qui doit se faire entre le secteur public et le secteur privé. Et malheureusement, on a eu à le constater à plusieurs reprises. Hein. C'est vraiment pour des besoins d'affichage que généralement on place le secteur privé là. Et l'autre chose, j'estime, de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, j'estime que le fait que l'autorité, le sommet de l'État soit coupé d'une certaine manière un peu du secteur privé, contribue peut-être à l'état des choses que l'on vit en ce moment. Je pense que s'il y avait une certaine ouverture de ce côté-là, une rencontre annuelle, hein, entre par exemple les opérateurs économiques et le chef de l'État... Qu'elle fasse partie des délégations officielles, ça ne suffit pas. Non, le CBF, oui, d'accord, mais sauf que je vais vous dire... Oui. Je tiens à vous dire une chose. Il y a les chefs d'entreprise dans les délégations officielles. Je tiens à vous dire pour ce qui est du CBF, je tiens à vous dire que l'expérience des CBF d'une manière générale en Afrique pose problème. Parce que le CBF, il y en a au Ghana, il y en a en Ouganda, il y en a au Sénégal. Comme c'était une émanation, une sécrétion extérieure, généralement c'est la Banque mondiale et autres qui imposent ça, il y a généralement une forte résistance des États à s'approprier véritablement effectivement ce concept-là. Mais j'estime qu'il y a des plateformes qui se font. Dans les autres pays africains, on le voit très bien. Dans certains de ces pays-là, le fait qu'effectivement le chef de l'État rencontre le secteur privé et ne soit pas seulement dépendant des éclairages de ses collaborateurs, j'estime que ça contribue à quelque chose. Pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec Omer pour dire que le CBF est imposé à l'État du Cameroun. On a vu le gouvernement... C'est une émanation de la Banque mondiale. On a vu, peut-être, c'est une émanation de la Banque mondiale. Non, aujourd'hui, le CBF, d'ailleurs, le CBF est une institution camerounaise qui a été réorganisée. Et que joue la Société financière internationale? Quel rôle joue la Société financière internationale jusqu'à présent? Non, attendez, il faut bien situer. Moi, je suis membre du CBF, acteur du CBF. Effectivement, la Société financière internationale s'était proposée d'aider le Cameroun, comme beaucoup de partenaires au développement aident le Cameroun. Mais le Cameroun s'est approprié depuis. Daniel Claude-Abaté, le secrétariat du CBF est logé à Douala dans les bureaux de la Société financière internationale. Vrai ou faux? Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, Omer. Ça veut rien dire. Le CBF aujourd'hui est financé essentiellement par des fonds camerounais. Donc ce que vous dites n'est pas vrai. Le secrétariat n'est pas logé à la Société financière internationale? Non, c'est pas au troisième étage, à l'immeuble en face de... Laissez-moi vous expliquer, je suis membre du CBF. Ne confondez pas, vous confondez... Le secrétariat permanent avait le siège du secrétariat permanent. D'ailleurs, je voudrais répondre de manière plus globale. Je voudrais dire que j'entends souvent cette critique où les gens disent le chef de l'État ne rencontre pas le secteur privé. Mais c'est vrai. Je peux m'exprimer? Allez-y. Voilà. Mais je voudrais dire en tant que président du MECAM et en tant qu'acteur du secteur privé que nous avons... Et je ne fais pas de la politique. Non, c'est une chose de rencontrer les collaborateurs du chef de l'État, c'est une chose de rencontrer le chef de l'État. Faites attention. Laissez le président du MECAM qui fait souvent partie des suites du chef de l'État. Non, au-delà de faire partie de la suite... Non, au-delà de faire partie... Je vous dis, le président de la République est très attentif, extrêmement attentif aux préoccupations du secteur privé. Est-ce que vous savez que la loi sur les incitations à l'investissement privé est une initiative personnelle du président de la République pour répondre à une préoccupation du secteur que le secteur privé a posée. Le président de la République nous a appelé à la présidence. Quel secteur privé? Est-ce que je peux m'exprimer? Quel secteur privé? Alors, j'en sais quelque chose, moi. Non, ne soyons pas de mauvaise foi. J'en sais quelque chose. Je demande donc quel secteur privé? Non, attendez, tout le secteur privé. Tout est parti de la France. Non, ce n'est pas vrai. Tout est parti de là. Ce n'est pas vrai, monsieur Mbadi, ce n'est pas vrai. Vous parlez des choses. Vous parlez des choses que vous entendez. Moi, je vous parle des choses que j'ai vécues. Moi, j'ai discuté avec des gens du premier plan qui étaient... Non, vous n'avez discuté avec personne. Moi, j'ai préparé cette loi. Donc, j'étais à la préparation de cette loi. Oui. J'ai impliqué... Alors, ce n'est pas un duel entre vous, messieurs. Je peux vous dire comment ça a commencé. Ne changeons pas la forme. Ce n'est pas un duel entre vous. Monsieur Bina, ce que je voulais dire, c'est que, oui, on peut toujours aimer que le président de la République nous rencontre, mais ce que je voulais dire, c'est que le président de la République a son style.
il a son tempérament. Et ce que moi j'ai observé de ce style et de ce tempérament, c'est que lorsque nous avons une préoccupation, quelle qu'elle soit, nous le saisissons et nous avons la réponse. En tout cas, Daniel et nous avons la réaction. De rencontrer le chef de l'État pour ses activités. Alors, pour faire baisser l'adrénaline, je vous propose une immersion dans les coulisses de scène de presse, la rentrée de la 9e saison lancée définitivement sur les rails. C'était dimanche dernier avec donc au programme le débat, mais aussi le gâteau de l'an 9. Et puis un concert privé d'une artiste et musicienne confirmée. Immersion dans les coulisses de la rentrée des scènes de presse, une signature de Martine Noël Ndengue. Coup de rein endiablé, Balater entre un duel de connaisseurs. Les sonorités de l'artiste Denise Nafa ont fait danser tout le monde, même le présentateur mythique de scène de presse, Aimé Robert Bihine. Jean-Claude Papal, l'un des patrons de la production TV, est sorti de sa réserve, un billet de 10 000 francs CFA craquant à main pour la chanteuse. On a également eu droit à une communion rythmée par un balater entre père et fille. La tradition a été respectée à l'after de la rentrée de cette autre saison de scène de presse. Gâteau, champagne et invité prestige pour célébrer les 9 ans d'une émission qui cartonne. La première fois que j'assiste à une rentrée de saison, c'est très convivial, c'est très simple, c'est très relax. Un peu plus décomplexé parce qu'on est quand même en studio, sur le plateau, on sait qu'on est en face de téléspectateurs. Mais je crois que là, ils vont découvrir des images inédites. C'est tout aussi convivial d'être avec vous, être à vos côtés. Pour l'instant, je pense que c'est l'une des émissions politiques et sociales la plus regardée au Cameroun et je lui souhaite bien plein de succès. J'ai beaucoup voyagé et un peu partout dans les milieux camerounais. Et je me suis rendu compte que Scène de presse est l'une des émissions les plus crédibles de la CRTV en termes d'aura et en termes d'écoute, en termes d'audience notamment. Je ne suis pas déçu d'être venu ici ce soir et surtout, je pense qu'il faut féliciter cette équipe-là qui fait plaisir aux téléspectateurs de la CRTV tous les dimanches soirs. Le panel de cette première était de choix. Des visages connus et reconnus qui ont croisé le verbe devant un public de privilégiés en studio. Celui-ci découvre en même temps que vous à la maison la nouvelle rubrique Images collatérales concoctée par le chavi de l'émission, Pierre Evembe. Tout ce beau monde est passé par les mains expertes des maquilleuses qui constituent avec les équipes en régie la task force de scène de presse. Un groupe chapeauté des mains de maître par le réalisateur Ferdinand Ngba aux manettes depuis quelques années déjà. Scène de presse, c'est 9 ans de production soutenue par une hiérarchie toujours à l'écoute. Je ne saurais commencer sans remercier le directeur général de la CRTV qui nous a fait confiance depuis le début et qui nous accompagne depuis 9 saisons déjà, de par ses encouragements, de par aussi la digue qu'il s'est dressée à chaque fois qu'il y a eu des vents contraires. Et Dieu seul sait qu'il y en a eu. Je voudrais dédier cette rentrée à tous les acteurs de l'ombre, du réalisateur à la maquilleuse, en passant par les opérateurs de prise de vue, les cadreurs, vraiment tous les métiers, l'audiovisuel, même les chauffeurs de scène de presse. Et enfin remercier nos amis, nos invités réguliers et tous nos autres amis qui sont là ce soir. Donc merci d'être venus et merci de partager avec nous ce gâteau. Cette première était donc en tout point un succès retentissant, signe d'un avenir radieux pour scène de presse qui s'est imposé au fil des temps comme le prime du choc des idées
à ne pas louper le dimanche soir. Merci Martine Noël. Nous espérons rester d'attaque tout au long de cette 9e saison de Scène de Presse. Et je vous propose justement de redécouvrir une des innovations de cette 9e saison de Scène de Presse pour sa 2e livraison. Image collatérale, déjà positionné Pierre Evembe au studio 3 de la CRTV. Alors Pierre Evembe, qui est collaté ce soir? Aimé Robert, chers affidés de Scène de Presse, bienvenue à votre rubrique intermittente Images collatérales. Je suis de près ce que l'actualité a fui de loin, de très loin. Aimé Robert, vous nous demandez qui va être collaté ce jour? That's the question. Nous commençons avec ce haut responsable du ministère des Domaines qui débordait de joie lors de la cérémonie de présentation de vœux. Preuve que lorsqu'on est content, ça sort comme ça sort. Vous croyez avoir tout vu? Eh ben non. Messe d'action de grâce à Ebolova pour remercier le Tout-Puissant d'avoir permis la nomination de Minette Libom Liliken au poste de ministre des Postes et Télécommunications. Madame Libom Liliken nous a sorti la danse de l'émergence. La joie de Minette Libom Liliken a été de courte durée parce qu'en face, elle ne le savait pas, il y avait un challenger de taille. Haya. Face à l'intensité de la compétition, le révérend pasteur Libom Liliken est obligé de booster son épouse et là, on a mis la sicot de Bassa. Traduction, viens, viens chérie, on va l'écraser. Et les hostilités sont lancées. Même dans la sicot, Jacques Famundongo est fameux. Il va même être faroté. Et il va garder son farotage. Aimé Robert, connais-tu la piche de Manolo Petit Canard créée par Samson Choga? Eh bien, ça a été revu, corrigé et performe, comme on dit en anglais, par Jacques Famundongo. Regarde plutôt. Attention, cette scène est réalisée sans trucage. Madame Libom Liliken, Monsieur Jacques Famundongo, vous êtes de bons ministres, mais également de très bons danseurs. Vous devez quand même remercier la personne qui vous a inspiré. Très important. On rend hommage à Dieu d'abord, qui a inspiré le président Paul Biya. Monsieur le ministre, vous dites? On remercie le président Paul Biya qui a choisi notre petite fille. Aimé Robert, j'ai collaté 2 ministres, 2 membres du gouvernement. C'est dangereux pour moi, vraiment. Je te laisse l'antenne, hein. Prends l'antenne, vraiment, je m'en vais. Merci Pierre Evembe. Je reprends l'antenne pour introduire sans entendre Aurélie Crescence Bida pour les 1 du lundi. C'est la primeur de l'info dans les tabloïds à paraître ce lundi au Cameroun. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Aimé Robert, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre confiance renouvelée à Scène de Presse, principalement aux 1, la primeur de l'info. On commence par The Spark. 2018, c'est déjà demain. Le Sphinx, de nouveau face à son destin. C'est la grande 1 de The Spark. Le journal de Pauline Billon présente le chef de l'État qui, d'après elle, se pose la question de savoir « j'y vais ou je n'y vais pas », parlant bien sûr de la présidentielle à venir. Le quotidien Émergence, lui, choisit de mettre en exergue le vol inaugural des MA60 et parle plutôt des ministres et parlementaires qui boudent la cérémonie. Il vous en donne les détails en page 5. Pendant que pour le quotidien de l'économie, transport aérien, les MA60 pour faire décoller Camerco. Le journal de Thierry Ekouti nous dit que le vol inaugural de ces aéronefs chinois samedi dernier marque une nouvelle ère pour la compagnie nationale. En pied de une du journal de la valeur ajoutée, produits d'exportation,
peur sur la filière café. La production nationale est de nouveau en chute libre avec près de 24 000 tonnes lors de la campagne 2014-2015 contre environ 33 000 tonnes lors de la campagne 2013-2014. À la une d'intégration, commission de la CEMAC, 74 milliards de budget pour 2016. Et le journal de Thierry Ndon de préciser qu'en baisse d'une vingtaine de milliards, la priorité est donnée à l'investissement. En même temps, le réaménagement du mécanisme de la taxe communautaire d'intégration est engagé, avec en toile de fond l'élargissement de la base des financements et puis que le gouvernement de la CEMAC s'installe à Malabo. L'actualité en deuxième une d'intégration parle de pilotage de l'économie camerounaise en pages 6 et 7 avec Louis-Paul Motazé qui s'explique. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire veut rassurer l'opinion publique. Plein feu sur sa dernière sortie médiatique devant un parterre de journalistes ici à Yaoundé. Nord-Ouest, une base militaire attaquée. C'est le titre en grande une du Messager. Des civils camerounais en colère, précise le journal de Feupus Ndiawe. Toujours à lire dans le Messager, cette fois au tribunal militaire, le procès des 3 journalistes s'est ouvert. Félix Ebolebola, Rodrigue Tongue et Baba Wame sont accusés de n'avoir pas fait des dénonciations aux autorités. Et puis sport, en pied une ligue de football professionnel qui, pour détrôner le général Semengue, le président de la LFPC, rempile pour un nouveau bail. Le Nord-Ouest refait parler de lui, cette fois à la une du quotidien Le Jour, avec des populations qui saccagent un camp militaire. Le journal d'Aman Mana révèle qu'un caporal de bataillon d'infanterie motorisée a poignardé mortellement un jeune de la localité de Woum, provoquant une émeute. Et puis enfin politique, extrême nord, des militants du RDPC en colère écrivent à Paul Biya. Plus de détails en page 4. Et c'est donc sur cette une du quotidien Le Jour que se referme notre revue des unes du lundi. Vous, fidèles téléspectateurs de la diaspora, c'est en ligne que vous aurez les détails. Ici sur place au Cameroun, allez simplement dans les kiosques. Et puis, acheter un journal, c'est promouvoir la presse. Mais la plupart de l'info, c'est sur scène de presse. À dimanche. Merci Aurélie, il ne me reste plus qu'à remercier nos invités du soir, Omer Mbadi Otabela, Gisèle Neminga, le professeur Henri Ngouatabi et le président du MECAM, Daniel Claude Abaté. Je remercie également toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Bonsoir.